Autre élément, par exemple sur les images toujours, j'ai un ami français, il est français. Il a une collection de 11 000 cartes postales du Sénégal avant indépendance. Avant indépendance, c'est un Français. Et il les achète. Et les institutions de nos pays, moi je dois tout faire pour avoir cette collection, mais aucune action. Moi je l'amène un peu partout dans les universités, montrer aux étudiants les images du Sénégal à ces périodes-là. Je l'ai amené à Saint-Louis, IGP, à Sine-Saloum, à Thiès, ainsi de suite, dans nos expositions. Il montre ces images-là, mais personne ne semble s'intéresser à ce patrimoine. Et vous serez étonné de voir des images de Dakar, ou bien de Rufisque, ou bien de Ziguinchor à des périodes de 1900, ou bien même avant 1900. Voilà. C'est des problèmes d'image. Bon, le cinéma peut jouer un rôle extrêmement important. Nous, en Afrique, là, ce qu'on a comme récit, comme légende, comme conte, on ne les voit pas à la télé. Nos enfants regardent quoi? Cartoon, ou bien Disneyland, ou bien les mangas. Et deviennent extravertis dans leur comportement. Alors que si on veut vraiment éduquer nos populations, il faut leur apprendre ce que nous sommes. Et ça existe, les récits sont là. Mais on ne voit pas les gens, regardez les téléfilms qu'on a, bon c'est vrai, c'est moderne, mais on peut s'en inspirer en tout cas pour avoir un contenu. Parce qu'il y a la bataille du contenu sur le net, sur le téléphone, tous ces éléments-là, et je pense qu'on a de la matière. Comme partout, nous n'arrivons pas à exploiter nos ressources naturelles. Le pétrole là, exploité par des étrangers. Nos ressources culturelles également, c'est la même chose. Nos ressources culturelles sont en friche. On n'arrive pas à les valoriser. Alors que dans tous les domaines dont on parle là, les industries créatives, tout ça là. Un peu, donc pour vous dire que pour les acteurs du cinéma, vraiment, il y a la mer à parler du cinéma, il y a la mer à boire. On a énormément de contenu à travers nos contes, nos légendes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que si vous voulez faire de bons films aussi, il faut le faire en consultant les communautés, en consultant des gens qui ont travaillé sur ces questions-là. On a véritablement un problème de médiation culturelle, donc de transmission de toutes ces connaissances aux différents acteurs et en fonction de leurs différents statuts. Bon, maintenant, sur ces lieux-là, il y a beaucoup de lieux, comme on l'a dit, mais il faut de la signalétique. Il faut de la signalétique. On est passé par Paos Photo, les gens ne connaissent pas, sont de l'autre côté, les gens ne connaissent pas. Eh bien, parce qu'il n'y a pas de signalétique, n'est-ce pas? Donc, parce que dans la médiation, il y a trois dimensions de la médiation géographique, tout ce qui est à l'accès à la signalétique, médiation financière, que les gens puissent avoir les moyens d'aller dans ces espaces-là, et médiation intellectuelle, la connaissance, n'est-ce pas, intellectuelle, de l'interprétation, n'est-ce pas, du bien culturel, qui nécessite aussi une formation, une documentation, des recherches sur les ressources. Parce que souvent, les gens aussi disent n'importe quoi. Surtout, dans nos sites, dans nos biens, il y a beaucoup d'interprétations en fonction des communautés. Et l'interprétation, elle est positive, toujours positive. Hein? On n'est pas dans une interprétation historique, scientifique, mais positive parce qu'on veut renforcer les communautés. Bon, il faut savoir décrypter le langage de nos récits. Si on veut décrypter la légende de Soundiata Keïta, par exemple, bon, il y a des éléments qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant, mais qui embellissent un peu une action qui existe. Hein. Bon, quelqu'un qui va marcher à 7 ans, qui se sur une barque, ça montre un peu tout le problème que l'Empire du Mali a eu avant d'avoir son indépendance par rapport aux sociaux, la difficulté vécue par un groupe, n'est-ce pas, avant de s'émanciper. Voilà. Donc, il y a des formes oui. Mon patron me demande de vous arrêter. Oui, donc il y a un problème de temps parce qu'il y a beaucoup de questions vraiment qui ont été soulevées. Bon, je vais peut-être
terminer par les manufactures dont il a parlé. Bon, c'est vraiment les débuts de l'industrie créative au niveau du Sénégal. Et bon, ça c'est l'école de Senghor, qui a voulu créer un art nouveau, n'est-ce pas? Sa philosophie du métissage, de l'ouverture, de l'enracinement. Donc, ça a valorisé les artistes plasticiens, bon, avec la contribution de Bailly Bretal, n'est-ce pas, des grands artistes de l'époque. Donc, on a mis en place des ateliers. C'est un site que les touristes doivent visiter, parce que c'est des tapisseries, mais la façon de fabriquer la tapisserie, c'est tout un art extrêmement intéressant. Et en plus, dans une zone, le quartier d'Isière, qui reflète un peu l'histoire, n'est-ce pas, de Thiès. Je pense qu'on aura la possibilité d'en discuter davantage. Bon, merci en tout cas pour toutes les questions. On aurait aimé avoir suffisamment de temps pour revenir sur tous les éléments. Merci. La parole. Le but et la parole, c'est le mariage sans fin. Donc, vous avez abordé de la région de Thiès, et nous, dans le jargon touristique, on parle de pôle Thiès urbain. Donc, je voudrais que vous apportiez des précisions sur la manufacture des sacs aquatiques. Vous ne pouvez pas aborder. Parce que nous sommes dans le sud du pays, et peut-être il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la manufacture des sacs aquatiques. Premièrement. Et deuxièmement, qui parle de la région de Thiès, Pôle Thiès urbain, parle du tourisme religieux. Parce que nous avons Tivaouane, nous avons Touba et nous avons Popongué. Donc je voudrais, si vous voulez, apporter plus de précisions sur le tourisme religieux, parce que c'est effectivement tout que nous avons ici. Merci. Je voulais juste sur deux choses, très rapidement, puisqu'on n'a que 2 minutes. La première chose, c'est que je félicite M. Kane pour vraiment son exposé très pertinent, très profond. Et je voulais juste lui demander, on sait que dans tous nos villages aujourd'hui comme hier, il y a un récit pour dire que le village est né de ces sirènes. Est-ce que ce n'est pas encore temps qu'on songe justement à une sorte de campagne de collecte justement de ces récits-là avant que la plupart des gens qui connaissent réellement ces récits ne partent. D'autant plus qu'on sait que la mémoire, de façon générale, est politique. Et politique au sens que toute mémoire est liée au rapport de pouvoir. Et donc probablement, demain, si les rapports de pouvoir changent dans cette localité, les récits, les narratifs pourraient changer. Merci bien. Monsieur Bantola, je suis heureux de vous voir parce que je pense qu'on doit se retrouver normalement à Dakar pour le Salon africain des langues et cultures. Bon, on va en reparler plus tard. Le Kalom, bon, ça ne m'étonne pas parce que Kalom que j'ai vu à Nandela et qu'on peut mettre en relation avec l'histoire de Ghana, le mythe du Ouagadougou Bida, on aurait pu vraiment aller en profondeur dans ces éléments-là, mais ce n'est pas possible. Le mythe du Ouagadougou Bida, vous le retrouvez dans le pays de Kalom. Parce que le mythe du Ouagadougou Bida, ça vous ramène en Égypte. Le Bida, le serpent, le Ouagadougou, l'oiseau, qu'on retrouve sur la couronne du pharaon, le vautour et le cobra. Et voilà, avec les migrations, les populations ont suivi l'oiseau dans la zone où se trouve le serpent, qui est le Bida, ouais, et qui a été une zone très prospère. Et c'est quand on a décapité le Bida qu'il y a eu la chute de l'Empire de Ghana, qui a provoqué aussi d'autres migrations, les Sérères qui sont venus vers le sud, Yaya qui est parti vers le Wallo, avant de descendre vers le Yolof, et ainsi de suite. Et à Kalo, mais c'est extrêmement intéressant, au-delà du puits, l'eau, la problématique de l'eau. Hein? Kalo, c'est où ici? Oui, c'est vers Thiès. C'est dans la région de Thiès, entre Thiès et Saint-Louis, à Louga. Ouais. Et c'est des éléments de gouvernance. On se rend compte que dans la gestion du puits de Kalo, n'est-ce pas, l'implication des familles,
c'est des formes de gouvernance inclusive dans la gestion de l'eau.